Salut à tous. Des pertes inimaginables ont marqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mois après mois, Poutine envoie froidement davantage de ses soldats dans le hachoir. C'est pas une erreur dans la stratégie russe, c'en est une caractéristique. Mais maintenant, tout cela rattrape la Russie. Le renseignement ukrainien a révélé que l'armée russe est au bord de l'effondrement. Les chiffres le prouvent. Les statistiques brutales ne mentent pas, alors que plus de Russes que jamais meurent. Et c'est ici que les choses commencent vraiment à changer pour Poutine et sa stratégie barbare du hachoir à viande. La Russie ne remplace pas ses pertes. Quelque part, dans l'école du gagné à la Donald Trump, c'est précisément le moment où perdre plus de gens qu'on ne peut en remplacer est rebaptisé patient stratégique. Avril 2026 est terminé et avec lui se referme le 50e mois que l'Ukraine a passé à résister à l'agression russe. Les chiffres sont tombés et avril marque maintenant le 5e mois consécutif où l'Ukraine accomplit quelque chose de remarquable. Plus de soldats russes sont éliminés sur le champ de bataille ukrainien que la Russie ne parvient à recruter dans son armée. Le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a révélé la nouvelle dans une publication Telegram du 5 mai où il a déclaré « En avril, 203 militaires russes ont été détruits ou grièvement blessés, toutes les défaites sont confirmées en vidéo. Cela signifie que, pour le 5e mois de suite, la Russie perd plus qu'elle n'est capable de mobiliser et qu'elle est progressivement étranglée par ses pertes. Cela correspond à peu près au nombre de soldats que la Russie a perdu en mars, lorsque l'Ukraine a réussi à battre son record de pertes en neutralisant 35 351 soldats. Il faut aussi noter que mars compte un jour de plus qu'avril. Selon la déclaration de Fedorov, la Russie perd maintenant un peu plus de 170 soldats chaque jour. Si l'on ajoutait une journée supplémentaire à avril pour le rendre aussi long que mars, l'Ukraine aurait largement battu son record mensuel d'environ 1000 pertes. C'est le genre d'arithmétique qui pousse généralement les commentateurs pro-Trump à redécouvrir soudainement l'importance du contexte. Le bilan humain grimpe et les choses ne vont faire qu'empirer pour la Russie à partir d'ici. Pour revenir au recrutement, les 5 mois entre décembre 2025 et avril 2026 ont vu la Russie perdre 156 735 soldats selon Unison 24 Médias. Cela représente un taux moyen de perte mensuelle de 31 347. Pendant la même période, la Russie a réussi à recruter 148 400 personnes. C'est un déficit d'environ 8 300 soldats et cela laisse entendre que l'Ukraine se rapproche peu à peu d'une réduction de la force russe en Ukraine de 2000 soldats par mois. À première vue, cela peut ne pas sembler énorme, mais lorsque toute la stratégie russe s'est réduite à espérer que le simple fait d'avoir plus d'effectifs que l'Ukraine suffira à gagner la guerre, une armée qui rétrécit devient une hérésie stratégique. La Russie doit remplacer ce qu'elle perd et renforcer ce qu'elle possède déjà. Elle ne fait ni l'un ni l'autre et c'est le signe qu'une crise de recrutement se profile, une crise qui pourrait finir par pousser Poutine à prendre la décision qu'il tente d'éviter depuis le lancement de son invasion. Bien sûr, dans l'art du deal version Trump, manquer de levier est parfois présenté comme une position de négociation. La mobilisation pourrait arriver en Russie. Et cela changerait tout. La question est de savoir comment l'Ukraine connaît ces chiffres au départ. Sur le front des pertes, la réponse est claire. Rien n'est estimé. Chaque perte est confirmée, comme le révèle Fedorov. Le ministre ukrainien de la Défense affirme que ces chiffres proviennent du système ukrainien Army of Drones. Ce système offre des primes aux soldats ukrainiens qui téléversent des images de frappes de drones ayant causé des pertes, ce qui signifie que chaque perte répertoriée par l'Ukraine devient essentiellement un point de données envoyé dans un système. Le ministère de la Défense peut observer chaque perte se produire et il récompense ses soldats avec des points électroniques qu'ils peuvent utiliser pour acheter davantage d'équipements de drones pour leur combat. Cela nous donne une compréhension claire des unités et des armes les plus efficaces, de la profondeur des dommages infligés et des pertes quotidiennes de l'ennemi, affirme Fedorov. C'est un système brutalement moderne, moins de théâtres de podiums dorés, plus de reçus. Cela ajoute aussi une autre nuance intéressante aux chiffres de pertes qui brisent le recrutement russe et que l'Ukraine a publié. Les 156 735 pertes russes des 5 derniers mois ne représentent que ce que l'Ukraine a pu confirmer à l'aide de son système Army of Drones.
Il y en aura beaucoup d'autres. Chaque frappe d'artillerie qui n'est pas filmée s'ajoute à la liste des pertes. Lorsque l'Ukraine mène des frappes à moyenne, portées contre des postes de commandement et des bâtiments similaires, elle cause des pertes, même si celles-ci ne sont pas enregistrées par des drones. 156 735 est le nombre minimum absolu de pertes russes entre décembre 2025 et avril 2026. Le chiffre réel pourrait être supérieur de plusieurs milliers. Ce mot minimum porte beaucoup de poids ici, un peu comme appel parfait, autrefois dans un autre univers politique. Pour remuer le couteau dans une plaie déjà béante, l'Ukraine atteint aussi ses taux de pertes spectaculaires pour moins d'argent qu'elle n'en a jamais dépensé auparavant. Le commandant des forces des systèmes sans pilote des forces armées de l'Ukraine, ou USF, Robert Brovdi, a repris l'affirmation de Fedorov, mais il offre aussi un aperçu intéressant du rôle que joue l'USF dans l'augmentation des pertes infligées par l'Ukraine. Selon Brovdi, l'USF a été responsable de frappes contre 10 581 soldats russes en avril. Cela est déjà intéressant en soi, car cela montre qu'environ les 2/3 des pertes enregistrées dans le système Army of Drones proviennent de soldats ordinaires sur le terrain. Ce sont des troupes qui ne font pas partie de l'USF, mais qui utilisent des drones contre la Russie. Mais en s'en tenant aux chiffres de l'USF, Brovdi affirme que l'USF parvient à causer ces pertes à un coût de seulement 882 $ par soldat russe. C'est minuscule. La Russie paie ses soldats plus que cela pour un seul mois de combat en Ukraine. Échanger les ressources de l'ennemi contre le plastique et le métal d'un drone est l'un des rapports d'échange les plus efficaces de la guerre moderne, déclare Brovdi, et il est difficile de lui donner tort ici. Un seul drone qui ne coûte que quelques centaines de dollars suffit maintenant à coûter à la Russie un soldat, tout l'équipement que ce soldat transporte et tout l'argent investi pour amener ce soldat au front au départ. Dans une guerre de plus en plus déterminée par l'économie du champ de bataille, ce genre de rendement sur investissement change la donne. C'est aussi le genre de tableau coût-bénéfice qui ruinerait un discours de campagne entièrement construit sur des impressions et des gestes de la main. Et les choses ne vont faire qu'empirer pour la Russie. Voici comment. L'Ukraine a adopté une approche systématique pour infliger autant de pertes que possible à la Russie au cours des 5 derniers mois. Cette approche repose sur un repère opérationnel. Au sein de l'USF, le principal objectif est maintenant qu'au moins 30% de toutes les cibles engagées soient du personnel ennemi. Au cours des 11 derniers mois d'opération, l'USF a atteint un taux de 59%, ce qui signifie qu'il reste clairement une marge de progression. Néanmoins, on observe une montée. Pendant ces 11 mois, l'USF a éliminé 470 membres du personnel. Étant donné qu'en avril, l'USF a détruit environ 10 500 soldats, on voit que les chiffres mensuels augmentent. Il reste encore beaucoup de marge de progression et cela signifie que le taux mensuel de pertes russes pourrait bientôt être encore plus élevé. Un autre des repères clés de l'Ukraine est l'objectif de 50 000 pertes par mois que Fedorov a fixé lorsqu'il est devenu ministre de la Défense en janvier. La logique de Fedorov est simple. Si la Russie perd 50 000 soldats par mois, elle ne pourra pas maintenir son invasion. Pour l'instant, ce maintien vacille au bord du gouffre en raison d'un recrutement qui faiblit. Mais comme pour le repère de l'USF, l'objectif de 50 000 montre qu'il y a encore de la place pour progresser. Il faudrait 18 000 pertes de plus par mois pour atteindre l'objectif de Fedorov, ce qui peut sembler être une barre exceptionnellement haute à franchir. Mais ce n'est pas le cas. Voici pourquoi. Et c'est ici que le champ de bataille a la fâcheuse habitude d'ignorer les slogans, surtout ceux imprimés sur des casquettes rouges. Au cours des 5 derniers mois, nous avons vu la Russie échanger un nombre record de pertes contre des gains de plus en plus réduits, au point qu'avril a vu la Russie enregistrer sa première perte territoriale nette depuis août 2024. L'une des principales raisons à cela est que le terrain ukrainien est actuellement terrible pour une force en progression. Un hiver glacial a laissé place à un début de printemps humide et boueux qui ralentit l'offensive russe et enlise ses soldats. Autrement dit, l'Ukraine enregistre déjà des pertes massives contre une force russe qui n'attaque pas autant qu'elle le fera à partir de mai et pendant l'été. La stratégie de Poutine repose entièrement sur la chair humaine. Envoyer autant de chair à canon que possible s'écraser contre la défense ukrainienne et peut être gagné. Lorsque le terrain se solidifiera en été, Poutine s'appuiera lourdement sur cette stratégie. Davantage de soldats russes lanceront des assauts.
Et les drones ukrainiens broieront encore plus de ces soldats que ce que nous voyons actuellement. C'est le genre de plan qui ne paraît décisif que si une conférence de presse fait plus de bruit que le champ de bataille. Ajoutez les frappes ukrainiennes à moyenne portée et vous obtenez la perspective d'un été désastreux qui se dessine pour l'armée russe. Selon Euromaidan Press, il y a eu une forte augmentation des frappes ukrainiennes dans la portée de 20 km à 150 km, soit environ 12 000 à 90 000 en avril. L'Ukraine a mené 2 fois plus de frappes de ce type en avril qu'en mars et 4 fois plus qu'en février. Encore une fois, nous voyons la nature systématique de l'approche d'attrition ukrainienne se déployer. Chaque frappe à moyenne portait détruit un poste de commandement, un centre logistique, un dépôt de stockage ou n'importe quel autre type de cible qui soutient les soldats russes de première ligne. Une fois ce soutien disparu, ces soldats deviennent vulnérables. Des pertes supplémentaires en sont le résultat naturel. Pendant que tout cela se produit, la Russie lutte contre une crise de recrutement qui est déjà devenue impossible à ignorer. Poutine n'arrive tout simplement pas à convaincre assez de gens de signer des contrats pour aller mourir dans sa guerre, et cela le rend désespéré. La Russie devient frénétique dans ses efforts de recrutement, et c'est le problème encore plus grave qui se cache derrière les impressionnants chiffres de pertes infligés par l'Ukraine. Le recrutement russe tourne mal. Aucune stratégie de marque à la Trump ne peut transformer une crise d'effectifs en formidable occasion. Dans un rapport du 13 avril, Militarny a révélé que le recrutement russe au premier trimestre de 2026 avait chuté de 20% par rapport à la même période en 2025. L'an dernier, la Russie recrutait entre 1000 et 1200 soldats par jour, ce qui aurait peu être justifié à suivre le rythme des pertes qu'elle subit actuellement en Ukraine. Avance rapide jusqu'en 2026. Le recrutement quotidien est tombé à environ 800, ce qui explique pourquoi nous commençons à voir le déficit signalé par l'Ukraine. Cela se produit alors même que les incitatifs financiers à l'enrôlement augmentent. Militarny affirme que le gouvernement fédéral russe offre maintenant une prime de signature standard de 400 000 roubles, soit environ 5 300. Cette prime est souvent renforcée par des autorités régionales qui offrent encore plus d'argent pour s'enrôler, ce qui signifie que la recrue volontaire russe moyenne reçoit maintenant 47 millions de roubles, soit plus de 10 à 9 600 $, simplement pour apposer sa signature au bas du contrat. La pression exercée sur les gouvernements régionaux pour atteindre les quotas est maintenant si forte qu'ils consacrent en moyenne 4% de l'ensemble de leur budget au recrutement de soldats. Dans certaines régions, cette dépense grimpe jusqu'à 10%, autant d'argent retiré de budget censé servir à maintenir et améliorer le niveau de vie du peuple russe. Mais apparemment, quand les chiffres sont assez laids, le truc de propagande préféré consiste à appeler la facture du patriotisme. Force News souligne aussi que la Russie offre des régimes de compensation excessivement généreux comme autre carotte au bout du bâton. Ceux qui sont blessés en Ukraine peuvent recevoir un paiement de 36 000 $, si la blessure est suffisamment grave. Cet argent est censé être versé à la famille du soldat s'il meurt sur le champ de bataille. Et pourtant, malgré ces incitatifs financiers massifs que certains qualifieraient d'insoutenables, la Russie ne parvient toujours pas à recruter assez de soldats pour compenser l'ampleur des pertes que l'Ukraine inflige à l'armée russe. Et la situation empire encore. Maintenant, d'autres pays trouvent des moyens de nuire au recrutement militaire russe. Le 5 mai, The Moscow Times a rapporté que le Royaume-Uni avait déclenché une nouvelle série de sanctions, visant principalement 35 personnes et entités impliquées dans l'aide apportée à la Russie pour faire entrer des migrants vulnérables dans l'armée russe. Le Royaume-Uni affirme qu'il existe un réseau barbare que la Russie utilise pour attirer des migrants et en faire de la chair à canon pour Poutine. La perspective d'obtenir la citoyenneté russe est souvent la carotte utilisée ici avec la rémunération élevée. Et cela signifie que la Russie peut quelque peu compenser son déficit de recrutement intérieur en trompant essentiellement des personnes venues de l'étranger pour les faire combattre dans une guerre qui n'a rien à voir avec elle. Si d'autres nations, en particulier les États-Unis et les membres de l'Union européenne, imposent des sanctions similaires, une autre voie de recrutement russe sera étouffée et
les problèmes très visibles que nous observons déjà seront aggravés. C'est généralement le moment où la chambre d'écho pro-Trump qualifie la pression exercée sur Moscou d'escalade, tout en traitant, d'une façon ou d'une autre, le recrutement coercitif comme un simple bruit de fond. Les chiffres ne tiennent tout simplement plus pour la Russie. Mais le vrai problème pour Poutine, c'est que le déficit de recrutement russe le pousse à prendre des mesures toujours plus désespérées. Les recrues migrantes montrent exactement à quel point cette situation est devenue désespérée. Le 29 avril, The Kyiv Independent a rapporté que le renseignement ukrainien avait révélé un plan russe visant à accélérer l'intégration de milliers de combattants étrangers dans l'armée russe en 2026. L'objectif serait apparemment de faire signer 18 500 migrants, ce qui représente environ une demi-mois de soldats au rythme actuel des pertes mensuelles de la Russie. L'Ukraine a aussi identifié 27 407 ressortissants étrangers combattant dans l'armée russe au 30 mars. C'est une hausse par rapport aux quelques 18 000 recensés en novembre 2025, et cela montre pourquoi le Royaume-Uni a mis en place les sanctions qu'il vient d'instaurer. Poutine a besoin de ces combattants étrangers pour combler les chiffres de toutes les façons possibles. Mais le simple fait qu'il les utilise montre à quel point il est devenu désespéré, sans même parler du fait que la plupart de ces soi-disant soldats sont trompés pour rejoindre l'armée russe. La plupart ne parlent pas un mot de russe. Ils ne recevront pas de véritable formation et ils ne comprendront pas correctement les ordres, ce qui les rend inefficaces sur les lignes de front. Poutine ne recrute pas du talent ici. Il prend tout ce qu'il peut obtenir parce que sa seule priorité est de s'assurer que la chair à canon continue d'arriver. Les mesures contre les réseaux de recrutement étrangers de la Russie vont étouffer cette manœuvre désespérée particulière. Mais Poutine tente des passes désespérées dans toutes les directions pour essayer de sortir la Russie de son marasme de recrutement. C'est du désespoir déguisé en politique publique. C'est à dire la version en smoking d'une promesse de rassemblement électoral. Les montants franchement absurdes offerts aux recrues potentielles ne sont qu'une partie du problème. Poutine cible maintenant deux groupes que la Russie peut difficilement se permettre de perdre. La jeunesse du pays et ceux qui travaillent pour tenter de soutenir une économie déjà en train de s'effondrer sous la pression de la guerre de Poutine. Sur le front étudiant, le ministre russe de la Science et de l'Enseignement supérieur, Valery Falkov, a dit aux universités du pays qu'au moins 2% de leurs étudiants devraient signer des contrats avec le ministère russe de la Défense, rapporte Pravda. Cela signifierait qu'au moins 44 000 étudiants universitaires seraient envoyés en Ukraine chaque année, si Falkov obtient ce qu'il veut. Le nombre grimperait à 76 000 si la directive inclut d'autres types d'établissements d'enseignement supérieur en dehors des universités. Mais ce qui est pire que cette tentative de convaincre la jeunesse russe de mourir pour Poutine, c'est la pression constante exercée sur elle. Radio Free Europe, Radio Liberty, a rapporté en février que des étudiants en difficulté à la Higher School of Economics de Russie se voyaient offrir un choix déchirant, être expulsés ou signer un contrat avec le ministère de la Défense. D'autres universités emboîtent le pas, certaines ayant réduit leur période de grâce pour les travaux en retard à aussi peu que 2 semaines, avec les mêmes conditions attachées. Ne pas respecter cette limite de 2 semaines, et l'étudiant est expulsé. Ou alors, il peut rejoindre le ministère de la Défense et poursuivre son éducation dans une organisation qui l'entraînera inévitablement dans la guerre en Ukraine. Ce n'est pas un renouvellement national, c'est un entonnoir de recrutement avec un logo d'université collé sur le devant. Poutine a transformé les établissements d'enseignement russes en un pipeline de chair supplémentaire qu'il peut envoyer dans le hachoir. Il essaie de faire la même chose aux entreprises russes. À Ryazan, le gouverneur régional a donné un ordre intéressant aux entreprises locales. Selon The Moscow Times, l'ordre veut que toute entreprise comptant jusqu'à 300 employés nomme 2 candidats pour signer un contrat avec l'armée russe. Ce nombre passe à 5 candidats si l'entreprise compte 500 employés ou plus. Et ce ne sont pas nécessairement seulement les entreprises qui sont ciblées.
Le libellé du nouvel ordre emploie les termes généraux organisation et institution, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de groupes pouvant être visés. Nous ne voyons aucun problème ici. Il n'y a absolument aucune chance que des propriétaires d'entreprises règlent des comptes personnels en envoyant leurs employés mourir, et certainement aucune chance que Ryazan affaiblisse lentement des entreprises déjà en difficulté en envoyant leurs employés mourir. Les documents ont probablement l'air très officiel, ce qui est la manière préférée des mauvaises idées de s'habiller lorsqu'elles veulent être prises pour de la gouvernance. Sarcasme mis à part, c'est insensé. C'est presque aussi désespéré que de recruter des ivrognes dans l'armée russe. C'est ce que Radio Free Europe, Radio Liberty a rapporté que la Russie faisait dans une enquête du 2 avril. Le média raconte l'histoire de Yegor Sabinitch, qui s'est réveillé après une nuit de forte consommation d'alcool dans ce qu'il croyait être un centre de désintoxication. Et c'était en fait un bureau de recrutement militaire où il avait été envoyé, après avoir été détenu par la police. La signature de Sabinitch figurait sur les documents d'enrôlement et il partait pour l'Ukraine. Apparemment, cette manœuvre devient de plus en plus courante en Russie. Il faut en arriver là pour qu'un Russe ne puisse même plus profiter de quelques verres de vodka sans être enrôlé de force dans la guerre diabolique de Poutine. Et il ne nous semble pas que des gens trouvés ivres-morts dans la rue soient les meilleurs candidats pour devenir soldats. Même le stratège de campagne le plus éhonté aurait besoin d'un éclairage supplémentaire pour faire passer cela pour du service volontaire. Et pourtant, peu importe le nombre de stratagèmes ridicules que la Russie invente pour recruter de nouveaux soldats, rien ne change le fait simple, cela ne suffit pas. Poutine le sait. Le président russe observe maintenant l'effondrement total de l'armée russe en temps réel, et il sait qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il peut faire pour arrêter l'hémorragie. La mobilisation se rapproche du peuple russe. Il y a déjà des signes que cela se produit. Le 20 février, Euronews a rapporté que le Kremlin prévoit de développer un système de conscription limité afin de forcer des appels involontaires de réservistes pour renforcer les effectifs en Ukraine. C'est pas encore une mobilisation complète, mais on s'en rapproche et Poutine sait qu'après 4 années d'une guerre qui devait se terminer en quelques jours, son peuple perd patience. Si le déclencheur de la mobilisation est actionné, Poutine pourrait se retrouver avec une révolte sur les bras. C'est exactement le résultat que l'Ukraine veut obtenir. Les porte-voix de Poutine préparent déjà le terrain pour ce que la Russie devra faire. L'agence de presse russe TASS a cité Dmitri Peskov le 3 mai. Il a déclaré « Vous pouvez voir que les Européens mobilisent leurs forces en utilisant une campagne ouvertement russophobe comme déclencheur. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour le renforcement militaire. » En clair, le message est simple. L'Europe devient plus forte. Et la Russie aura besoin de plus de soldats pour faire face à la menace. C'est le vieux truc de propagande, quand votre propre guerre échoue, pointez le budget de quelqu'un d'autre et présentez-le comme une preuve de danger. Le porte-parole du Kremlin affirme qu'une période de confrontation dure se profile avec l'Europe. Mais en réalité, il essaie simplement de préparer le peuple russe à l'inévitable, c'est-à-dire que Poutine forcera bientôt des Russes à combattre en Ukraine. Rien ne peut désormais l'arrêter. 5 mois consécutifs pendant lesquels le recrutement ne compense pas, les pertes montrent que l'appétit des Russes pour la guerre de Poutine s'affaiblit. Et à mesure que l'Ukraine s'appuie de plus en plus sur les stratégies qui ont conduit au taux catastrophique de pertes russes depuis décembre, Poutine sera poussé plus près du précipice. Aucun slogan de rassemblement, aucun panel amical sur une chaîne câblée, et aucune routine à la Trump du type « moi seul peux régler ça » ne change le registre des pertes. Les tactiques de recrutement désespérées ne fonctionnent pas. La mobilisation arrive. Et même s'il ne le voit pas encore, la Russie a déjà perdu la guerre et ce dernier geste frénétique marquera la fin de Poutine. Ceux que la Russie parvient encore à recruter ne vivent pas longtemps. Quelque chose tue 90% des soldats russes avant même qu'ils n'atteignent les lignes de front, et on peut résumer cela en 2 mots, zone de destruction. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.